Merci à tous et à toutes d'être là. Et puis pour commencer, moi je vais peut-être vous parler surtout de l'association, de l'histoire de Facette depuis sa création jusqu'à maintenant, pour vous donner un peu tout le contexte qui fait que on s'est lancé dans la mesure d'impact et qui fait que cette mesure d'impact est très importante pour nous aujourd'hui. Du coup, Facette, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le nom officiel de l'association, en réalité c'est Innovation citoyenne en santé mentale. Le but à la création de l'association, c'était vraiment de pouvoir parler de toutes les facettes de la santé mentale en parlant ensemble, entre citoyens et citoyennes. Et donc, notre devise à ce jour, c'est illuminer ensemble toutes les facettes de la santé mentale. À l'origine, c'était vraiment la fondatrice, elle a vu en fait toute cette dégradation de la santé mentale des jeunes qui avait lieu autour d'elle, notamment au moment de la période du Covid. Et puis elle était très touchée par ce qui se passait dans sa vie quotidienne, chez ses amis, chez les gens qu'elle connaissait. Et du coup, elle s'est dit, mais pourquoi pas se réunir tous et toutes ensemble en tant que citoyens et citoyennes pour finalement trouver des moyens d'agir pour la santé mentale des jeunes et peut-être le faire d'une manière un petit peu à contre-courant des cadres habituels connus de manière un petit peu plus classique en santé mentale, c'est-à-dire des cadres où on a vraiment des professionnels de santé qui viennent exposer un point de vue d'expert. Et là, l'idée, c'était d'aller un peu à contre-courant de ça, de se rassembler en tant que citoyens et citoyennes, tous au même niveau, avec vraiment une horizontalité de la participation de chacun, chacune, et dans une ambiance festive, joyeuse, parce qu'on a tous et toutes une santé mentale, et c'est vrai que certaines personnes peuvent vivre avec une difficulté psychique ou avec un trouble psychique, mais l'idée c'était de parler de santé mentale de manière un peu plus large que ça, et de ne pas parler uniquement de troubles, mais vraiment de santé mentale au quotidien. Donc l'émission de l'association, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire, permettre à chacun, chacune, et notamment les jeunes, puisque le cœur de l'activité de l'association, c'est vraiment la santé mentale des jeunes de 15 à 30 ans, et donc de permettre à chacun, chacune, et notamment les jeunes, de vivre une santé mentale, sa santé mentale de manière unique, c'est-à-dire que la santé mentale, c'est une chose qu'on a tous et toutes. Parfois, on peut aller très bien, parfois, on peut aller moins bien, parfois, on ne va pas bien du tout. Et dans tous les cas, c'est OK de fluctuer en termes de santé mentale. L'idée, c'est juste qu'on puisse trouver des manières de vivre avec cette santé mentale qui évolue de jour en jour et à chaque période de notre vie. La deuxième grande mission de l'association, c'était de partager des outils pour qu'on puisse se prendre soin de sa santé mentale justement au quotidien avec tout ce qui peut venir l'influencer. Et enfin, la troisième grande mission, c'était de créer un peu des nouveaux récits qui vont au-delà des chiffres alarmants qui sont effectivement vraiment alarmants. Mais c'est vrai que dans les médias, on peut voir beaucoup de chiffres très inquiétants, très angoissants. Et l'idée, c'était de dépasser un peu ces chiffres-là ou cette vision-là et de créer des nouveaux récits qui soient inspirants, qui soient positifs et qui permettent de parler de santé mentale autrement. Ce qui vient sous-tendre un peu ces missions, pour nous, il y a trois valeurs très importantes qu'on peut retrouver dans tous nos projets. Il y a vraiment l'idée que les gens puissent s'autodéterminer, donc c'est-à-dire que les gens puissent choisir leur manière de vivre leur santé mentale, les outils qui leur conviennent en fonction de leur histoire, de leur expérience, et que vraiment chacun et chacune puisse reprendre le pouvoir aussi sur sa santé mentale et la manière de la vivre. La deuxième valeur qui est très importante pour nous, c'est tout ce qui est l'accessibilité. L'accessibilité de toutes nos actions, donc le festival, mais aussi notre laboratoire d'innovation dont je parlerai brièvement après. Mais l'accessibilité vraiment au sens large, c'est-à-dire pas uniquement l'accessibilité, par exemple, aux personnes à mobilité réduite, même si c'est très important pour nous, mais aussi l'accessibilité financière. Donc le festival et toutes nos actions sont gratuites. L'accessibilité à différentes cibles, différents niveaux sociaux, différents niveaux économiques et différentes origines géographiques. Et pour ça, c'est vrai que le festival, pour l'instant, il a lieu sur différents territoires. Et c'est vraiment une envie qu'on a pour la suite de pouvoir aller parler à des gens de territoires et d'origines socio-économiques différentes. Et donc la troisième valeur au-delà de l'autodétermination et de l'accessibilité, c'est l'expérimentation. Puisque quand le festival a été lancé, c'était un petit peu un pari, un festival sur la santé mentale des 15-30 ans, construit par les jeunes de 15-30 ans et pour les jeunes de 15-30 ans. C'était un format assez inédit qui permettait d'expérimenter tout un tas de choses. Et c'est une valeur qu'on a gardée dans tous les autres projets que l'association a lancés depuis, parce qu'on veut vraiment donner aux jeunes le pouvoir de tester des choses
pour parler de leur santé mentale. Et voilà, c'est OK de tester, parfois c'est OK de rater, et c'est aussi le cas dans toutes nos démarches comme celle de la mesure d'impact, c'est-à-dire que tous les ans, on teste de nouvelles choses, il y a des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent un peu moins bien, et c'est OK dans tous les cas. Donc, il y a déjà eu 4 années d'aventure au sein de l'association. Donc, elle a été créée en 2021, comme je vous le disais. Et le Facette Festival a eu lieu 3 fois depuis. La première édition était aux Amarres, dans le 13e arrondissement de Paris, qui est un chouette tiers-lieu qui permet aussi de mêler différentes populations. Et c'était également le cas pour la Cité fertile de Pantin, qui est le lieu où on a organisé nos deuxième et troisième éditions du festival. Et donc, cette fois-ci, c'était sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Et la quatrième édition est en préparation, mais on l'a annoncé depuis, donc je peux vous le dire. Elle aura lieu à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris, qui change un petit peu finalement du 13e arrondissement et de Pantin, parce que c'est un arrondissement qui est très étudiant, qui est très jeune. Donc on espère aussi pouvoir toucher un public différent grâce à ça. Euh, Tout au long de ces années d'aventure, on a dès le début souhaité mesurer l'impact de nos activités et notamment l'impact du festival, toujours dans cette idée d'expérimentation, parce qu'on veut être sûr que nos activités aient un impact concret et positif, bien sûr, sur les gens qui participent à ces actions. Et pour nous, c'est OK de se dire que si à un moment donné, on voit que ça ne colle plus à nos objectifs, que ça ne semble plus avoir l'impact qu'on souhaiterait que ça ait, qu'on puisse aussi modifier les formats avec lesquels on intervient auprès des jeunes. Et si un jour le festival est amené à devenir autre chose, ben pourquoi pas? La dernière chose que je peux peut-être vous dire, c'est qu'en 2023, il y a eu une préfiguration d'une autre activité qu'on appelle le laboratoire d'innovation Facette, qu'on a relancé de manière un peu plus formelle cette année en 2024, avec vraiment une saison de rencontres régulières par et pour les jeunes autour de la santé mentale, qui s'échelonne du mois de novembre au mois de juin de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à nous envoyer un petit message ou à regarder sur notre site internet, parce qu'il y a pas mal d'informations. Donc pour finalement résumer un peu tout ce que je vous ai dit jusque-là, pour nous, il y a 3 grandes lignes d'action au sein de l'association. Le festival, qui est vraiment un week-end de fête pour promouvoir la santé mentale des jeunes de 15 à 30 ans. On a ce laboratoire d'innovation avec des rencontres beaucoup plus régulières tout au long de l'année, qui encourage aussi l'expérimentation dans le sens où on va essayer d'aller chercher des porteurs et des porteuses de projets qui sont jeunes, ou alors qui sont peut-être un peu moins jeunes, mais en tout cas qui ont des projets qui sont nouveaux autour de la santé mentale des jeunes. Et donc, c'est 2 formats assez complémentaires, puisque si un format fonctionne bien au sein du laboratoire d'innovation, on peut envisager de le faire figurer finalement à la programmation du Facette Festival. Et puis, s'il y a un format qui fonctionne très bien au sein du festival et qu'on veut continuer à l'améliorer, à le développer, que c'est aussi la volonté du porteur ou de la porteuse de projet, c'est un format qu'on peut retrouver au sein du laboratoire d'innovation plus tard. Et donc, c'est ces 2 lignes d'action qui vont vraiment venir s'enrichir l'une l'autre. Et la troisième ligne d'action qui finalement vient un petit peu en transverse ou en parallèle de ces 2 premières lignes d'action, c'est le fait qu'on partage les savoirs, qu'on partage finalement tout ce qu'on met en place, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, mais toujours de manière gratuite, accessible librement sur notre site internet. Vraiment, voilà, sans échange de mails, on se connecte sur le site, on peut directement télécharger toutes les ressources disponibles. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse entre différents acteurs et actrices aussi profiter de ce qu'on fait l'un l'une l'autre pour apprendre, pour s'inspirer et pour grandir ensemble. Peut-être avant de vraiment passer sur la partie mesure d'impact pure et dure, quelques chiffres à vous donner sur le Facette Festival 2024. Donc, cette année, on a eu la chance d'accueillir 2000 festivaliers et festivalières pendant le week-end du festival. Et donc, comme je vous le disais, notre cible prioritaire reste les 15-30 ans. Et on avait à peu près 2 tiers de 15-30 ans parmi les participantes du festival. Et le tiers restant était globalement composé de proches de ces jeunes, d'aidants de ces jeunes ou alors de professionnels qui côtoient les jeunes dans le cadre de leur activité, que ce soit une activité liée à la santé ou à la santé mentale, ou que ce soit une activité pas forcément liée au sujet de la santé, mais par exemple quelqu'un qui travaillerait dans un foyer de jeunes travailleurs va forcément être amené à côtoyer pas mal de jeunes.
et aussi à parler de sujets de santé, même si ce n'est pas le cœur de son activité. Donc 2 tiers de jeunes de 15-30 ans, un tiers de proches aidants et professionnels. Et puis, on a eu beaucoup de formats différents au sein du festival, puisqu'on y propose des ateliers pédagogiques, on y propose des activités artistiques, on y propose des activités qui mettent en mouvement, comme des cours de sport, etc. Et donc, parmi toutes ces grandes catégories, en fait, au final, on a eu 128 activités différentes. Et certaines de ces activités fonctionnent sur réservation. Et donc, on avait à peu près 635 places qui étaient proposées en atelier pédagogique. Et donc, voilà, on ne pouvait pas assurer dans les réservations une place à chacun, chacune des festivaliers et festivalières. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un grand nombre de places pour rendre ça accessible au plus grand nombre de personnes possible. Et puis donc le Facette Festival qui s'est pas mal développé ces dernières années avec de plus en plus de partenaires, de plus en plus de bénévoles et on espère qu'il va continuer à grandir sur les années qui viennent. Je passe maintenant la parole à Sophie pour commencer à nous parler de la méthodologie de la mesure d'impact de l'édition 2024 du festival. Et Sophie, ben, voilà, le micro est à toi. Merci Sandy. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, Sophie Mignon, enchantée. Effectivement, avec Laura, et Sandy, du coup, on a travaillé toute l'année à cette mesure d'impact et on va vous en présenter donc rapidement la méthode qu'on a appliquée cette année et donc de manière très chronologique, hein, comment ça s'est passé. On n'entend Donc, pas très bien, Sophie. ah, si je parle plus fort, c'est bon? Ouais, je pense que si Vous tu parles m'entendez fort, bien? ça devrait aller. Très bien. Euh, donc l'idée, c'est de vous présenter effectivement comment on s'y est pris cette année sur la mesure d'impact en appui de Sandy avec Laura. On a ces 4 étapes-là. Donc la conception, c'est vraiment le temps de construction, donc de réflexion, qu'est-ce qu'on veut évaluer, sur qui on veut l'évaluer, comment on veut s'y prendre et de construction des outils. Ensuite, il y a eu un deuxième temps, donc qui a commencé un peu avant le festival et qui a fini un peu après, de déploiement, donc de collecte de données en tant que telle, donc sur le festival. L'analyse et la rédaction, bah, c'est vraiment toutes ces données-là. Ensuite, il faut les brasser et les analyser et puis rédiger bah, le rapport en tant que tel, donc on dans la partie rédaction. Et enfin, la valorisation et la capitalisation, donc qui arrive maintenant. Et pour ne pas vous spoiler, je laisserai Sandy vous les présenter à la fin pour savoir en quoi ça consiste. Mais ce webinaire en fait partie. C'est un petit élément. Donc pour la partie conception, donc qui a duré de mars à mai. Alors vous imaginez bien que c'est pas exactement comme la photo, on ne s'est pas pris avec on n'a pas découpé, mais ce sur quoi on a travaillé, c'est la cible, savoir vraiment sur qui est-ce qu'on va chercher à avoir un impact, les objectifs, donc c'est formaliser qu'est-ce qu'on va vraiment évaluer, quels sont les objectifs pour la mesure d'impact, qui peuvent être légèrement différents des objectifs de l'association, puisqu'ils s'appliquent vraiment que au festival, et en plus c'est vraiment que des objectifs d'impact. Le référentiel d'évaluation, qui est l'ensemble des questions évaluatives auxquelles va tenter de répondre l'évaluateur. Et enfin, la construction des outils de collecte en dernier, donc essentiellement des questionnaires. On va le voir ensemble. Donc très rapidement, la cible, on s'est arrêté à la cible principale aux jeunes de 15 à 30 ans qui portent un intérêt à la santé mentale et ou qui peuvent être concernés par des troubles, des troubles psychiques ou des souffrances. Et les cibles secondaires, ça va être les proches et aidants de ces jeunes ou les professionnels qui côtoient ces jeunes-là. Et on s'est également posé la question de la communauté facette. Est-ce qu'il fallait, entre guillemets, l'exclure de la cible quand on allait regarder les résultats, il y avait un travail différent qui était fait avec cette communauté, puisqu'elle est sensibilisée tout au long de l'année, puisqu'elle travaille sur le festival, ou est-ce qu'au contraire, elle est pleinement inclue? Et c'est ce point-là qui a été retenu par l'association, hein, puisque c'est une CSM en fait qui décide des cibles auxquelles s'applique le festival, qui a décidé que la communauté facette faisait pleinement partie de la cible, donc elle est bien intégrée dans la mesure où elle, là de 15 à 30 ans dans la cible principale. À la suite des cibles, on a regardé les objectifs. Donc il y a 3 objectifs qui ont été retenus, qui sont les mêmes que l'an dernier, qui étaient de contribuer à l'acquisition de connaissances sur la santé mentale. Donc ça veut dire est-ce que le participant à l'issue du festival ses connaissances sur des soins qui existent, des parcours de soins, des ressources, des associations. Est-ce qu'il a augmenté? Le deuxième objectif, c'était de contribuer à l'acquisition de compétences psychosociales. Donc, ça, c'est les compétences de l'OMS. Donc, il y en a 9. Donc, les 9. Alors, pour cette année, on est allé sur du déclaratif, sur est-ce que le participant se sentait
plus à l'aise sur telle ou telle compétence, donc par exemple la gestion du stress ou des choses comme ça. Et sur le troisième, c'était donc comme la fête, l'environnement festif, c'est un vecteur dans la construction de d'identité et du bien-être. L'objectif, c'était de mettre en place un espace qui soit positif dans lequel il allait pouvoir expérimenter ça, expérimenter ce lien social. Et donc, c'est ça qu'on est allé essayer de mesurer. Pour ce faire, on a construit un référentiel d'évaluation. Donc, qu'est-ce que c'est un référentiel d'évaluation? C'est une série de questions évaluatives, qui sont classées dans des critères et des sous-critères sur lesquels on reviendra après. Et en face des questions évaluatives, on a les indicateurs, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller chercher en fait quelles informations on va aller chercher pour répondre à cette question. Donc ça peut être des éléments comme on vient de le voir, c'est quelle est la cible, donc c'est la cible principale, ce mot-là, ou ça peut être des éléments chiffrés qu'on peut aller chercher directement auprès des festivaliers, comme auprès par exemple de d'autres éléments directement à l'association, qui par exemple est en capacité de savoir combien il y avait de bénévoles présents, ou par exemple auprès de la cité fertile. Et donc ça, c'est la dernière partie, c'est la partie donnée. À quel endroit est-ce qu'on va aller chercher ces informations-là? Et ce référentiel, il est important puisqu'en fait, il va nous permettre un peu d'avoir, dès le début, il permet d'avoir la vision sur la suite des travaux et pendant la rédaction du rapport. Il permet de s'y reporter pour savoir à quelles questions est-ce qu'on est en train de répondre, qu'est-ce qu'on cherche. Donc là, on vous a mis un petit exemple. Il y avait de quatre questions et il y en avait une trentaine sur ce référentiel pour cette année. C'est aussi une base de départ de travail en fait pour l'année d'après, puisqu'il peut être adapté, affiné pour correspondre toujours mieux aux besoins de l'association. Et la dernière partie de la conception, de mars à mai, c'était la construction des outils de collecte qu'on vous représentera très rapidement, mais donc j'en dis juste quelques mots. C'est quels outils qui sont directs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on allait les chercher. On allait chercher l'information auprès des festivaliers. Donc là, vous voyez, on les a beaucoup interrogés ou sondés à différents moments. Et après, à la collecte indirecte, là, c'est des éléments qui sont suivis par d'autres, qui sont suivis. Donc, la plupart par l'association. Donc, maintenant, vous savez, si vous ne le saviez pas, qu'elle s'appelle Innovation citoyenne en santé mentale. Donc, on a beaucoup mis l'acronyme, hein, donc ICSM, c'est bien l'association. Et donc, ça va faire référence, par exemple, au nombre de bénévoles, au nombre d'intervenants, tout un tas d'éléments qui peuvent suivre et piloter. Et quelques chiffres externes cette année, notamment transmis par la Cité Fertile, par exemple, ont été utiles la comparaison des chiffres sur les week-ends types avec des week-ends où il y a de la pluie ou des week-ends types avec, en termes de quantité de boissons non alcoolisées vendues en pourcentage et qu'on a pu comparer ainsi à notre week-end pour se faire aussi des idées. Donc, voilà un petit peu pour la conception. Et après ça, on est entré dans la phase de déploiement et collecte. Et pour ça, je vais passer la parole à Laura. Merci Sophie. Alors, je vais partager mon écran. Vous voyez bien mon écran? Parfait. Alors, donc pour le déploiement et collecte qui s'est déroulé d'avril à juin, donc tout d'abord, nous avons construit 5 questionnaires. Donc le premier questionnaire, celui de la billetterie, qui était ouvert jusqu'au festival, qui nous permettait de récolter voilà la catégorie sociale et sociale professionnelle des festivaliers, la tranche d'âge et leur département d'habitation, qui était sensiblement le même que le questionnaire d'entrée. On leur redemandait de répondre en fait à ce questionnaire quand ils arrivaient au festival pour être sûr que ce soit bien les mêmes profils qui se soient inscrits et qui soient venus. Voilà pour ces deux premiers. Ensuite, donc un sondage aléatoire des participants pendant le festival. Donc, c'était des bénévoles qui circulaient et qui allaient discuter avec les festivaliers pour savoir déjà s'ils avaient connaissance du Facet Festival avant d'être venus ou est-ce qu'ils étaient simplement venus à la Cité Fertile parce qu'ils connaissaient l'endroit ou qu'ils avaient envie voilà, de se balader ce week-end-là et de savoir s'ils s'étaient intéressés au festival et s'ils avaient pu participer aux stands, aux ateliers, s'ils avaient pu visiter les pièces de la maison, ce genre de choses. Et ensuite, il y avait deux autres questionnaires. Donc, le questionnaire expérience festivalier, je vais vous présenter plus en détail après, qui voilà, était un peu plus poussé avec des questions pour les festivaliers pour savoir s'ils avaient pu acquérir des connaissances sur la santé mentale et des compétences psychosociales et voilà, expérimenter un peu le lien social comme vous en présentez Sophie et Sandy, que c'était les trois objectifs de Facette pendant ce festival.
Et enfin, un questionnaire intervenant pour savoir voilà, s'ils étaient satisfaits de ce festival, s'ils avaient pu échanger avec d'autres intervenants, s'ils avaient pu euh, voilà, peut-être après échanger leurs coordonnées également, et s'ils avaient pu rencontrer la cible des participants qu'ils souhaitaient. Alors, pour le questionnaire d'entrée, on vous a mis la photo juste ici. Donc voilà, ce questionnaire d'entrée, Bienvenue au Facette Festival 2024, était à l'entrée du festival. Il y avait des QR codes disponibles sur des affiches à plusieurs endroits stratégiques pour inciter les gens à les scanner. Les bénévoles à l'entrée également proposaient aux gens de le remplir avec eux pour que ce soit plus rapide et même plus sympa en groupe. Ensuite, le questionnaire Facette Festival, donc l'expérience. Donc, sur l'expérience des festivaliers, disponible aussi tout le long du festival à des endroits stratégiques, à des tables de repas, des toilettes, de la buvette, et également envoyé par Facette dans la newsletter pour remercier tout le monde après le festival. Relayé aussi sur les réseaux sociaux par l'association, et il était ouvert jusqu'à 30 jours après le festival. Voilà pour celui-là. Alors, pour ce qui est de l'analyse et de la rédaction, donc de juin à octobre, donc l'étape préliminaire, donc après avoir construit ces 5 questionnaires, il a fallu voilà les analyser. Donc l'analyse de ces 5 questionnaires a pris beaucoup de temps. Donc on a pu après avoir collecté ces données, analyser un peu les profils des répondants, qui a répondu, qui a répondu quoi. Donc, on allait voir un peu plus précisément quand, par exemple, quand on leur demandait s'ils avaient pu apprendre quelque chose ou acquérir des compétences psychosociales. Les noms, surtout, on allait voir un peu pourquoi. Et parfois, on voyait que, par exemple, la personne, en fait, n'avait pas pu venir, on n'avait pas participé à tel stand, à telle activité. Donc, ça nous permettait un petit peu de comprendre mieux pourquoi elle avait répondu ça et de mettre des points d'attention dans, dans le rapport. Alors, voilà, donc ça c'est la structure du rapport, donc ça c'est le sommaire. Donc tout d'abord le contexte de l'analyse, la méthodologie employée, la synthèse et l'analyse par critères et les recommandations. Donc ça c'est l'ordre dans lequel vous trouverez les parties. Maintenant la construction du rapport s'est déroulée comme ceci. Donc tout d'abord le contexte, donc la présentation de l'association avec les objectifs de l'association d'innovation citoyenne en santé mentale que vous a dit Sandy, mais aussi voilà les chiffres clés, donc les 3 éditions, plus de 300 bénévoles, beaucoup de participants, plus de 7500, les associations, institutions et partenaires aussi, plus de 450, et les objectifs qui est visés par le Facette Festival, que vous avez dit Sophie. Donc l'acquisition de connaissances, l'acquisition de compétences psychosociales et l'expérimentation du lien social. Voilà, toutes ces choses dans le contexte et la cible aussi de facettes pendant le festival. Ensuite, donc, nous avons la méthodologie employée. Donc, il y avait, comme vous l'a présenté Sophie, beaucoup de questions dans le référentiel d'évaluation. Donc, on l'a divisé par effet mesuré. Et il y avait des sous-critères également. Donc, voilà, un effet mesuré, par exemple, la pertinence. Donc, est-ce que les actions portées par le Facette Festival étaient en adéquation au regard des 3 objectifs recherchés pendant le festival? La réalisation, donc un effet avec des sous-critères, l'exécution, l'efficacité, l'efficience. Donc voilà, est-ce que les actions qui étaient prévues ont bien été réalisées? Et sinon, pourquoi? La mise en place aussi, donc l'efficacité, donc c'est la mise en perspective des résultats atteints et au regard des objectifs de départ, donc qu'est-ce qu'on voulait faire, voilà. L'efficience, là, c'était donc les résultats atteints, mais au regard des moyens employés. Et est-ce que les moyens étaient bien adéquats? Est-ce qu'il faudrait les revoir? Voilà. Un autre effet mesuré très important, c'est l'impact. Donc les effets sur la cible et l'environnement immédiat, donc la cible principale et les 2 cibles secondaires identifiées, et les effets sur le volume, donc l'augmentation du nombre de bénéficiaires ou de l'offre, donc ce que disait Sandy, donc plus de bénéficiaires, mais plus d'offres également avec beaucoup de stands et d'activités pédagogiques, sportives, artistiques proposées pendant ce festival. Le périmètre aussi, donc diversification des bénéficiaires. Voilà, les catégories socio-professionnelles qu'on récupère nous permettent de voir s'il y a bien une diversification. Il y a aussi pour
pour les départements d'habitation aussi, on peut voir un peu si ça s'est diversifié au fil des années et des éditions du festival. Et enfin, l'exemplarité, donc initiative ou pratiques reproduites. Donc, est-ce qu'elles ont été reproduites par rapport aux précédentes éditions et est-ce qu'on veut aussi les reproduire pour les années suivantes? Ensuite, voilà, donc l'analyse par critère. Donc ça, c'est voilà l'exemple pour le critère d'impact. Donc vous avez toujours sur chaque page la question sous-jacente du référentiel d'évaluation. Et en dessous, voilà le commentaire, l'analyse générale dans la partie blanche que vous pouvez voir sur la droite, avec en dessous les points forts et les axes d'amélioration identifiés pour ces effets. Et en dessous, la partie grise, ce sont plus voilà les données, les observations qui répondent toujours à l'objectif du référentiel. Voilà, donc la partie plus, data de cette collecte. Et donc nous avons pu voilà, analyser pour tous ces critères et sous-critères. Et à la fin, nous avons construit la fiche de synthèse. Voilà, donc c'est plutôt dans cet ordre-là. Et la fiche de synthèse qui reprend voilà, les informations cruciales, donc la cible principale, la cible secondaire, les informations du festival, donc combien de festivaliers ont participé, la tranche d'âge, voilà, il y avait eu 66% de 16, 15 et 30 ans, mais il y avait aussi 30% de proches, aidants et professionnels, donc ça intéresse également l'association de le savoir. Voilà, l'augmentation des partenaires, des bénévoles, et aussi voilà les chiffres clés du questionnaire festivalier. Donc, si vous estimez avoir acquis des compétences, est-ce que vous estimez avoir acquis des connaissances, et puis se sont sentis à l'aise pour expérimenter le lien social pendant cette édition de PASSEX Festival. Donc, voilà, une petite fiche synthèse qui reprend un peu les informations principales. Et enfin, la partie recommandation. Donc, beaucoup de propositions qu'on a faites avec Sophie et avec l'aide de Sandy aussi. Donc, à la suite de notre ressenti directement et des retours dans les commentaires, parce qu'il y avait des questions très factuelles, mais il y avait aussi des questions ouvertes que nous avons traitées. Et il y avait des retours, voilà, qui nous permettaient de tirer un peu des conclusions. Et bon, je laisserai Sandy vous en parler plus en détail. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses pour faciliter un peu l'accès aux ateliers pédagogiques, revoir pour être sûr. Il y a eu un retour de pas mal de festivaliers qui, quand ils remplissaient les catégories socio-professionnelles, ne savaient pas quelle case cocher. Donc, ça nous a permis de nous dire, bah, il faudra revoir cette partie-là. Pour la collecte également, il y avait beaucoup de questionnaires, donc parfois un peu de confusion pardon, des festivaliers ils pensaient parfois avoir déjà rempli le questionnaire. Donc voilà, être plus clair sur ça pour optimiser aussi la collecte de toutes les données qui nous intéressent. Et voilà, et identifier aussi quelques irritants pour les prochaines éditions. Cette année, il y avait beaucoup voilà, de retours sur la météo qui n'avait pas été au rendez-vous. Et malheureusement, la cité fertile, le lieu ne permettait pas voilà, de s'abriter forcément facilement pour tous les stands. Donc, ça avait été beaucoup remonté. Donc, voilà, ce genre de choses qui peuvent être dans les recommandations pour prévoir les petits soucis d'organisation et sur lesquels la SED pourrait peut-être faire quelque chose. Et formaliser aussi les objectifs pour voilà, quantifier un peu plus, mettre un ordre de grandeur et tout. Mais ça, Sandy va vous en parler plus en détail pour la capitalisation. Donc, je lui laisse la main pour la suite. Merci Sophie, merci Laura. Euh, je relance le partage de mon côté pour vous parler maintenant de la dernière étape de ce grand processus autour de la mesure d'impact. Et c'est donc la valorisation et la capitalisation de tout ce qui a été fait ces derniers mois et sur les mois à venir. Donc effectivement, ça commence dès ce soir avec le webinaire auquel vous assistez. Et donc ça commence à partir du mois de novembre. Donc il y a ce webinaire bien sûr pour commencer à en parler, mais il y a aussi une diffusion auprès de nos partenaires stratégiques et financiers par mail dans un premier temps, mais on n'hésitera pas aussi à, voilà, leur en parler dans nos prochains rendez-vous pour pouvoir mettre en avant ben, ce qui a été mis en place cette année, ce qu'on gagnerait à modifier aussi bien dans la structure du festival et les formats qu'on propose pendant le week-end que dans la structure de la mesure d'impact en elle-même pour pouvoir encore l'affiner au fil des années.
Cette diffusion, on ne la fait pas qu'auprès de nos partenaires, on la fait aussi auprès du grand public, donc bien sûr avec ce webinaire, mais aussi à travers notre newsletter, qui est déjà partie d'ailleurs en avant-première au mois de novembre pour que les gens puissent découvrir les chiffres un petit peu avant tout le monde. Il y aura une diffusion sur nos réseaux sociaux petit à petit, et ce sera bien sûr mis aussi sur notre site internet en libre accès, comme toutes nos ressources en général. Et peut-être un petit mot sur nos ressources, c'est vrai que dans l'idée de partage des communs que je mentionnais en début de webinaire, tout ce qu'on le fait, on le documente. Donc par exemple, en ce qui concerne le festival en lui-même et pas la mesure d'impact, la coordinatrice du festival a créé un kit méthodologique à la suite de l'édition 2024 qui met en avant tout ce qui a été testé pendant le festival. Par exemple, le fait d'avoir une marraine pour cette édition, quel résultat ça a donné, est-ce qu'on est satisfaite d'avoir testé ça cette année. Le fait de mettre en place, par exemple, un lieu SOS au sein du festival. Donc voilà, on va vraiment recenser tout ce qu'on teste au sein du festival dans ce kit méthodologique, dont il y avait déjà eu d'ailleurs une première édition il y a 2 ans, je crois, qui a été mis à jour avec les tests que l'on a réalisés sur cette troisième édition du festival. Et donc, dans la même idée, on capitalise et on valorise aussi ce qu'on teste en termes de mesures d'impact. Et l'idée, c'est vraiment de le partager à tous les professionnels, que ce soit des professionnels qui lancent un événement en santé mentale des jeunes, juste un événement qui concerne les jeunes, un événement festif. Enfin, ça peut être interprété et utilisé à différents niveaux. Donc, on tient vraiment à ce libre accès sur le site de manière gratuite, de manière illimitée, sans contrepartie d'information. Et pour nous, c'est vraiment au cœur de cette capitalisation. Du coup, pour vous parler un petit peu des recommandations qui finalement font partie aussi de la capitalisation, de la valorisation, puisqu'il y a un aspect diffusion, mais il y a un aspect aussi qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a appris cette année, nous, en tant qu'organisation. Et donc, ce qu'on a appris cette année, c'est notamment les recommandations qui ont été faites par Sophie et Laura. Et il y en a quelques-unes dont je voulais vous parler ce soir. Elles en ont fait plus que ça, mais peut-être celles les plus marquantes dont je peux vous parler. Euh, il y a l'idée notamment de mettre en place un suivi de cohorte. Donc, qu'est-ce qu'un suivi de cohorte? C'est-à-dire que là, pour l'instant, on évalue l'impact du festival à un instant T, donc après le moment où les gens ont vécu le festival sur place. Et donc, on sait, voilà, en sortie de festival, ils ont acquis tant de connaissances, ils ont acquis tant de compétences, ou pas d'ailleurs, selon les personnes. Mais l'idée avec ce suivi de cohorte, c'est de pouvoir redemander à ces personnes-là dans X temps, peut-être 6 mois, peut-être 8 mois, où elles en sont, ou en tout cas où elles estiment en être sur ces connaissances, sur ces compétences. Et donc comme ça, essayer de développer un petit peu un suivi dans le temps pour voir si le festival, finalement, il a un impact qui est vraiment très limité aux 2 jours, ou si au contraire, puis il y a des choses, des petites graines qui sont plantées et puis finalement qui permettent à certaines personnes de faire de nouvelles choses, par exemple, peut-être d'aller voir un professionnel de santé mentale parce que c'est une idée qui a germé à la suite du festival, ou peut-être de demander de l'aide à ses proches parce que c'est une chose, en sortant du festival, ils se sont dit, OK, je me sens un peu plus à même de le faire. Donc voilà, de suivre dans le temps, est-ce que les gens ont mis en place des choses concrètes ou est-ce qu'ils ont creusé des recherches, creusé des idées? Ça, on aimerait beaucoup le faire et pour ça, il faudrait mettre en place ce suivi dans le temps des personnes qui répondent au festival. Une deuxième recommandation, Laura l'abordait un petit peu, c'est de formaliser des objectifs qui sont aujourd'hui peut-être un peu plus implicites. On vous a parlé d'un certain grand nombre d'objectifs qui sont très clairs pour nous, l'acquisition de connaissances, l'acquisition de compétences, l'expérimentation du lien social. Mais il y a des objectifs qu'on a quelque part dans notre manière d'agir, mais qu'on n'a peut-être pas quantifiés jusque-là. Par exemple, le fait de toucher des personnes dont la situation financière est un peu plus instable ou un peu plus précaire, c'est quelque chose qu'on a en tête, mais on ne sait pas forcément donner d'objectifs précis. Alors peut-être que c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment quantifier au sens propre du terme, parce que ça reste, on ne peut pas voilà, aller chercher des données financières très précises sur la situation économique de chacun, chacune, mais sur comment on considère, en fait, pour nous, à partir de quel moment les personnes sont dans une situation précaire ou une situation instable. Peut-être
commencer à se donner un petit peu des lignes directrices sur ce sujet. Et puis après, des objectifs. On se dit, bah, par exemple, en 2025, on a réussi, selon ce qu'on s'est fixé comme ligne directrice sur cette notion de précarité. En 2025, on a réussi à toucher, par exemple, 30% de personnes précaires. Et bien peut-être qu'en 2026, on essaye de faire au moins aussi bien, ou peut-être qu'on essaye de faire un petit peu mieux. Mais voilà, pour pouvoir réfléchir à ces questions-là, il faut qu'on formalise aussi au sein de l'équipe des objectifs qui sont parfois un peu plus implicites. Pareil sur la question géographique, on sait qu'on aimerait aller toucher des gens qui sont dans des zones géographiques peut-être où il y a moins d'outils, moins d'accès à des outils de santé mentale. Mais quelles sont ces zones géographiques-là? C'est pas forcément quelque chose qu'on a formalisé non plus jusque-là. Donc vraiment, voilà, formaliser ces objectifs qui sont un peu plus discrets jusqu'à maintenant et les quantifier ou les caractériser de manière un petit peu plus précise. Euh, Sophie vous parlait en tout début de webinaire du référentiel d'évaluation qui contient un grand nombre d'objectifs, de critères et de questions associées. Et on pourrait peut-être élargir un petit peu le champ de notre mesure d'impact ou ajuster le référentiel en fonction, par exemple, d'une comparaison qui pour l'instant est assez légère, assez factuelle. On se dit, voilà, il y a d'autres événements en santé mentale, il y a tel et tel événement, il s'adresse à tel et tel public, avec tel et tel type d'activité. Mais peut-être qu'on pourrait pousser un petit peu plus cette comparaison et voir quelle est vraiment notre vraie valeur ajoutée par rapport à ces événements, qu'est-ce qui nous différencie, enfin vraiment essayer d'affiner un petit peu ces sujets de comparaison avec d'autres événements de promotion et de sensibilisation autour de la santé mentale. Et puis finalement, le dernier point, ça rejoint un petit peu ce que je disais avec le suivi de cohorte, mais voilà, vraiment cibler des personnes qui étaient déjà là pour savoir s'ils ont utilisé certaines ressources qu'ils ont découvertes, s'ils ont contacté des professionnels dans l'année qui s'est écoulée, etc. C'est une volonté qu'on a et on essaiera de le mettre en place petit à petit dès l'année 2025 et sur les années qui suivent. Après ces recommandations, je vais peut-être vous parler des résultats concrets parce que je pense que si certains et certaines sont là ce soir, c'est aussi pour découvrir des chiffres et des verbatims et des choses comme ça. Donc pour les résultats, on en a sélectionné 5 en termes de chiffres qui nous paraissent importants. Donc, il y a 92% des festivaliers qui ont déclaré pouvoir être elles ou eux-mêmes sans se sentir jugés. Et ça, pour nous, ça participe vraiment à cette atmosphère joyeuse, bienveillante, tolérante, inclusive. Et c'est un chiffre qui nous marque beaucoup. 87% qui déclarent avoir rencontré ou échangé avec de nouvelles personnes. Donc ça va dans le sens de cet objectif de l'expérimentation du lien social sur le lieu du festival. Donc les gens viennent et finalement ne se sentent pas isolés. Ils se sentent en capacité et avec l'envie aussi de parler à d'autres personnes et d'échanger avec ces personnes-là. Pour l'objectif d'acquisition de compétences psychosociales, il y a 80% pardon, des personnes qui estiment avoir acquis ou renforcé au moins une compétence psychosociale à la suite de leur venue sur le festival. Donc ça peut être peut-être être plus capable de demander de l'aide ou peut-être pouvoir mettre des mots sur ses émotions. Voilà, on avait quand même ciblé comme ça quelques compétences qui semblaient correspondre aux ateliers qui étaient proposés. Et donc, 80% des gens estiment avoir acquis ou renforcé une de ces compétences-là. 88% des personnes qui ont découvert de nouvelles associations et structures, et aussi, on ne l'a pas forcément fait toute la liste, mais ressources, outils, plateformes, etc. Et donc ça va dans le sens de l'acquisition de connaissances, cette fois, connaissances autour de la santé mentale. Et puis enfin, le festival qui a donné envie à 90% des proches, des aidants et des professionnels de se renseigner sur la santé mentale. Et ça, bien sûr, ça vient dans un objectif plus grand de voilà, vivre chacun et chacune de manière unique notre santé mentale, le déstigmatiser, faire de la sensibilisation. Et donc ces chiffres-là nous ont marqués. Bien sûr, il y a beaucoup plus de chiffres dans le rapport de mesure d'impact et vous pourrez le télécharger sur le site à l'issue de ce webinaire et les découvrir tous. Mais voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Et puis un petit truc en plus, les émotions qui ont été partagées dans les questionnaires, et ben, il y a plein d'émotions très chouettes, la joie, la curiosité, la bienveillance, l'apaisement. Et ça, finalement, je pense que ça participe au fait que les gens puissent être elles et eux-mêmes sans se sentir jugés, qu'ils puissent échanger avec d'autres personnes. Voilà, ça participe à cette ambiance qui pousse les gens à se sentir bien. Je vais finir avec quelques verbatims. Alors, bien sûr, ici, j'ai sélectionné des verbatims plutôt positifs.
Dans les réalités, il y a eu quelques verbatims un peu plus mitigés pour des raisons qui ont déjà été citées d'ailleurs dans le webinaire. Un espace qui est très ouvert, ce qui peut plaire à certaines personnes, d'avoir voilà comme ça de l'espace. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui préfèrent se retrouver dans un espace un peu plus clos, un peu plus cocon. Donc l'espace n'a pas plu à tous et à toutes. La pluie, bien sûr, le fait qu'il y ait pas mal enfin une grosse partie du festival qui se passe à l'extérieur, bah, bien sûr, c'est un irritant pour certaines personnes. Donc voilà, on a des verbatims un peu plus mitigés sur certaines des critères, ou en tout cas certaines des choses qui ont lieu pendant le festival. Mais on a aussi des verbatims très chouettes et voilà, j'en ai mis quelques-uns. J'ai peut-être pas tous voulu les lire mot à mot, mais l'idée, voilà, que ça fait du bien de venir au festival, que c'est un endroit où on se sent libre d'être soi-même avec ses difficultés, ses troubles, avec voilà, une communauté, vraiment un sens de la communauté, de la bonne humeur, des échanges. Donc voilà, des chouettes verbatims qui nous font plaisir et c'est vrai qu'on a la chance d'en avoir chaque année après chaque édition du festival. Donc ça donne du baume au cœur et ça donne envie de continuer nos actions. Voilà, je crois que c'était tout pour nous au sens de la présentation pure et dure. Donc maintenant, vous avez quelques minutes pour poser des questions. N'hésitez pas peut-être à activer votre micro, lever la main, écrire dans le chat directement ce qui vous rend le plus à l'aise. Mais en tout cas, on est là pour répondre aux interrogations que vous avez peut-être. Jérôme, oui, je crois que vous levez le doigt. Oui, c'est ça. Moi, je suis sur mon téléphone, du coup, un accès facile au, au menu. Mais bravo, bravo pour votre présentation, c'est très chouette. Moi, je suis Facette depuis que Clémence l'a créé et je trouve que c'est extrêmement pertinent d'aborder la question de l'utilité, de l'utilité sociale que vous faites et en même temps de pouvoir le documenter précisément à travers des indicateurs. Alors c'est un peu dense. Je vais m'intéresser, je vais aller sur le site pour profiter de vos ressources. Mais bravo, c'était une super présentation. Merci beaucoup. Merci pour ces mots-là. C'est vrai que la mesure d'impact est très dense parce que Laura et Sophie ont beaucoup travaillé ces derniers mois pour récolter Je plein pense de ça données aussi samedi. et analyser toutes ces données. Donc, il y a plein de choses qui en ressortent. C'est pour ça qu'on essaie aussi peut-être de résumer les grands axes ce soir. Mais pour celles et ceux qui le voudraient, vous pouvez vous plonger dans le rapport, dans les annexes du rapport. Il y a plusieurs dizaines de pages, donc vous avez un petit peu de temps de lecture. Voilà, le soir avant de dormir peut-être. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres remarques, réactions, peut-être des choses que ça fait émerger, que vous avez envie de mettre en place dans vos propres structures ou vos projets? N'hésitez pas. Oui, Rebecca, je vois que lever la main. Bonsoir. Moi, je me posais une question sur les retours que vous avez été chercher auprès des participantes et participants. Euh, alors, je ne sais pas exactement de quoi était, quel type d'atelier ou d'événement il y avait pendant votre festival, mais je me demande s'il y avait des choses qui pouvaient être potentiellement compliquées émotionnellement à faire ressortir des traumatismes, des choses comme ça. Et si vous aviez essayé de voir comment les personnes avaient pu être prises en charge. Enfin, ma question est un peu, c'est à la fois sur ce que vous avez mis en place pendant le festival, est-ce que vous avez mis des choses en place pour ça, pour prendre soin des gens s'il se passe des choses compliquées pour elles? Et du coup, est-ce que vous avez posé ce type de questions-là sur, voilà, est-ce que ça a fait ressortir des choses compliquées pour les personnes et comment... Enfin voilà, ma question est un peu floue, mais c'est euh, autour ouais, de comment les personnes ont pu vivre j'en sais rien, des retours de trauma ou des choses. Euh, Merci pour cette question. Ça me permet de parler de choses qu'on n'a pas abordées jusque-là.
Effectivement, sur le festival, on a toute une réflexion, enfin je dis le festival, mais toutes nos activités en général, on a toute une réflexion autour de la sécurité psychique des participants et des participantes. Et donc précisément sur le festival, ce qui est mis en place, il y a pas mal de choses en réalité, en amont du festival, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Par exemple, pour les salariés et les bénévoles de l'association, donc y compris celles et ceux qui vont être amenés à être sur place pendant le festival, il y a une supervision qui a lieu tous les mois, depuis le mois de janvier, avec une psychologue qui nous aide à analyser en fait nos pratiques. Et donc, c'est 2 heures par mois où on peut venir déposer peut-être des choses qui ont été un peu plus difficiles à vivre dans la préparation du festival, que ce soit parce que un ou une bénévole a exprimé par exemple qu'il ou elle allait moins bien récemment et ça a touché une autre personne, soit parce qu'il y a eu des conflits de communication, de collaboration. En tout cas, il y a cette supervision qui est là pour qu'on puisse déposer tout ce qui est un petit peu difficile au fur et à mesure dans cette activité. L'autre chose qui a été mise en place en amont, c'est la formation premier secours en santé mentale qui a été offerte à la fois aux salariés de l'association, donc on est tous et toutes formés en premier secours santé mentale, et aussi aux bénévoles de l'association. Alors bien sûr, tous les bénévoles n'ont pas pris part à la formation, mais en tout cas, une bonne partie d'entre eux ont pris part à cette formation. Et donc le jour J sur le festival, pour celles et ceux qui le souhaitaient, ça nous permettait de leur donner un petit sticker formé au premier secours en santé mentale qu'ils pouvaient poser de manière visible sur leurs vêtements. Et donc, une personne qui se sentirait moins bien sur le festival pouvait aller vers eux. Et le but, c'était pas forcément que le bénévole ou la bénévole prenne en charge cette personne, mais en tout cas qu'elle ait déjà des premiers réflexes et qu'elle sache quoi faire ensuite. Et donc, pour le ensuite, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place sur le festival. Je vais vous en citer trois. Il y a en fait, dans la première édition du festival, c'est ce qu'on appelait une première et deuxième édition du festival, c'est ce qu'on appelait une salle de repos. Donc une salle où en tout cas il y a moins de stimulation sonore, il y a pas, voilà, on essaie vraiment de limiter la quantité et l'intensité des stimulations extérieures. Une salle où on peut voilà, se reposer, prendre un petit temps de respiration. Et le concept a encore évolué cette année, puisque cette année on avait carrément une safe place sur le festival. Et donc dans cette safe place, il y avait de quoi méditer, colorier, des casques anti-bruit, des jeux sensoriels, etc. Donc vraiment un endroit où les gens pouvaient aller. Et pour que ça fonctionne, il y avait à la fois des bénévoles à l'entrée de la safe place pour filtrer les entrées, être sûr qu'il n'y a pas des personnes qui viennent dans un autre but au sein de cette safe place, et aussi des bénévoles à l'intérieur de la safe place qui pouvaient, si les personnes le souhaitaient, écouter ce que les personnes avaient à dire. Et si c'était pas la volonté des personnes de parler, c'était OK, mais juste voilà, s'assurer que le niveau sonore reste confortable, etc. Donc il y avait cette safe place. Il y avait le lieu SOS. Donc le lieu SOS, c'est un lieu sur lequel il y avait un ou une psychologue qui était là toute la journée, enfin pendant toute la durée du festival. Et donc si vraiment on était sur un niveau d'anxiété très intense ou peut-être même un début de crise, la safe place n'est plus vraiment appropriée dans ce cas-là. Et donc la personne pouvait être amenée sur ce lieu SOS où quelqu'un de professionnel pouvait la prendre en charge si besoin. Euh, et puis une dernière chose que j'ai envie de dire, même si c'est peut-être un petit peu en décalé, mais c'est que sur le festival, parmi les activités proposées, on a ce qu'on appelle la bibliothèque vivante. Et donc ça permettait, je vois l'enthousiasme, ça permettait aux personnes de rencontrer d'autres jeunes qui vivent avec des difficultés psychiques ou des troubles psychiques, et donc aussi peut-être de trouver une oreille euh, avec ces personnes qu'ils ont rencontrées pendant la durée du festival s'ils avaient envie d'échanger sur certains ressentis de leur vie quotidienne ou certains ressentis qu'ils ont pu avoir pendant le festival. Donc ça, c'est pour les dispositifs concrets auxquels je pense là tout de suite. Et ensuite, pour les verbatims, peut-être que Laura et Sophie pourront compléter, mais de ce que j'ai en tête, par exemple, là, je vous citais les émotions positives parce que c'est ce que j'ai envie de garder en tête, mais je sais que dans les émotions, il y avait aussi, par exemple, la tristesse qui avait été citée. Il y avait peut-être d'autres émotions négatives, j'ai pas forcément les mots qui me viennent en tête, mais on sait qu'il y a eu de la frustration, voilà, de l'irritation, etc. Et donc, l'idée, c'est pas de dire que ces émotions-là, on n'en veut pas. Au contraire, elles sont toutes acceptées sur le festival, et c'est pour ça qu'on met ces dispositifs en place, parce qu'on veut que ce soit pas non plus voilà, de la positivité à l'extrême, on n'a qu'un seul droit, c'est être heureux, c'est pas du tout l'idée. Et du coup, on sait qu'il y a des gens qui ont ressenti d'autres types d'émotions. Après, on n'a pas, à mon avis, on n'a pas forcément toujours le lien de est-ce qu'ils sont tristes parce qu'il a plu, est-ce qu'ils sont tristes parce qu'ils ont vécu un atelier qui était un petit peu difficile, etc. Et ça, c'est peut-être une chose qu'on pourrait creuser sur les prochaines éditions.
Mais en tout cas, voilà où on en est aujourd'hui et j'espère que ça répond à vos questions. On me dit que tu peux même remettre le cœur. Oui, Et en fait, on n'a pas censuré, il y a tous les mots qui ont été partagés. Et donc, même s'ils sont moins gros, donc moins cités, on voit surtout sur la gauche, je ne sais pas pourquoi la gauche c'est plus négatif, le stress, la tristesse, la fatigue. Voilà, on avait aussi cette notion d'intensité qui était très présente, effectivement. Mais souvent, ça venait quand même avec, ça venait avec un mais il nous reste peut-être le temps de prendre encore une ou deux questions selon là où les questions. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des choses en tête. Oui, Jérôme, je vois que vous levez le doigt à nouveau. Euh, Justement, je pensais à la méthodologie. Euh, L'entreprise à laquelle appartiennent les deux personnes là qui sont intervenues, Euro, Eurogroupe euh, Consulting. Oui. pardon, Eurogroupe le nom de la Consulting. Je vais vous le mettre ouais, d'accord, dans le chat. alors il faut savoir que c'était dans c'était un le cadre, marketing, c'est dans le cadre de la fondation de pardon, l'entreprise. Et dans le cadre de cette fondation, d'accord, tous les 2 ans, enfin 2 ans, 3 ans, il y a les collaborateurs qui choisissent une cause sur laquelle ils ont envie de s'engager. Et en 2023, maintenant, janvier 23, ils ont élu la santé mentale. Mais à ce moment-là, enfin, il y a aucune connaissance préalable. Enfin, chacun arrive avec ce qu'il est, mais on n'est pas du tout dans ce domaine-là, ni rien. Et on est vraiment du conseil en organisation. Et du coup, en ayant élu cette grande cause, on a fait plusieurs actions, dont cet élément-là avec Facette. Voilà. Voilà. d'accord. Mm. Mais je veux dire, les techniques utilisées, euh, les statistiques, les datas qui sont récoltées sont interprétées de manière, on appelle ça du marketing, non? Non, non, c'est vraiment de l'évaluation d'impact. Donc, c'est Et vraiment voilà, et, ouais, vraiment d'accord, évaluation d'impact, tout à fait. En fait, d'accord. vous faites, c'est une mesure d'impact. C'est littéralement, en fait, une mesure d'impact. Vous regardez effectivement, il y a d'autres. Si je peux me permettre d'intervenir, je pense que la différencie du marketing, c'est qu'il n'y a aucun objectif lucratif et que c'est pas du tout dans le but de rendre le produit consommable et intéressant. C'est vraiment voir l'impact d'une action qui dépasse les objectifs lucratifs. Tout à fait. Oui, Et c'est même l'intérêt d'avoir en fait des personnes externes, c'est-à-dire qu'à la fin le rapport il n'est pas signé par Facette, enfin par ICSM, mais il est également signé par nous, personnes externes où on n'a effectivement aucun intérêt à aller dans un sens ou dans l'autre. L'objectif c'est vraiment de proposer une analyse objective. C'est vraiment l'ambition du rapport. super. Non, parce que je me dis que ça pourrait intéresser la psychiatrie aussi, l'institution, Euh, mesure Peut-être. Après, d'impact. oui, sans doute. Après, j'imagine qu'ils ont leur propre méthode effectivement, d'évaluation. Mais peut-être, effectivement. Nous, en tout cas, c'est vrai que ça s'applique plutôt à des événements, à des programmes, à des politiques publiques. Enfin, c'est vraiment plutôt quelque chose oui, qui s'applique à une large population. Et comme il y a des psychiatres dans le conseil scientifique, enfin le comité scientifique du festival, s'ils trouvent un intérêt, ils le réutiliseront dans leur domaine de la psychiatrie, en fait. Oui, tout à fait, Christophe. Eh bien, écoutez, il est 19h30, donc à moins qu'il y ait vraiment une dernière question pressante. Mais à ce moment-là, vous pouvez aussi tout à fait nous écrire. Vous aurez notre contact sur le site internet. Donc, si vous avez plusieurs questions qui vous viennent à l'esprit après ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, comme je le mentionnais au tout début, mais peut-être que tout le monde n'était pas encore là, vous pourrez retrouver à la fois l'enregistrement, mais aussi les diapositives de ce soir sur notre site internet notamment. Donc, voilà, si vous voulez juste
retrouver quelques chiffres rapidement, vous aurez accès à ça facilement. Merci à tous et à toutes pour votre participation ce soir. Merci à Laura et Sophie pour votre aide et votre accompagnement au cours de ces derniers mois, et puis pour votre prise de parole ce soir aussi. Et voilà, j'ai passé un bon moment et j'espère que vous aussi. Super. Merci beaucoup, Super. Sandy. Merci à tous. Merci Merci. beaucoup. Bonne Merci. soirée. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée.